Le XXe siècle a été marqué par de terrifiantes dictatures. Celle d'Adolf Hitler, Joseph Staline, Mao Zedong, Benito Mussolini ou encore Saddam Hussein. Tous ont laissé leur empreinte sanglante sur l'histoire de l'humanité. Mais comment sont-ils devenus ces monstres politiques? Naît-on tyran ou le devient-on? Existe-t-il un terreau social, familial ou culturel, fertile au despotisme? Remontons à l'origine du mal, afin de tenter de découvrir la source de la tyrannie. 혁명의 성산 수십 성상의 장관기관 주체조선의 명맥을 꿋꿋이 이어주며. Dans ce film de propagande qui nous montre Kim Jong-un chevauchant fièrement vers son passé glorieux, celui du mont Paektu, érigé en symbole de la dynastie des Kim, le despote s'approprie l'histoire du fondateur de la Corée du Nord, son grand-père, Kim Sung-il. Dans tous les régimes totalitaires, autant que la peur et la violence, le mensonge est nécessaire pour que perdure le système. Se construisent alors des légendes autour de l'enfance du dictateur. La propagande du régime invente et crée un mythe auquel tous doivent croire. La propagande nord-coréenne laisse à penser que le dictateur est une sorte de héros de légende enfantine. Je crois que toutes les dictatures génèrent systématiquement une propagande, je dirais, de masse plutôt infantilisée. Ce qu'on disait de Mussolini, par exemple, qu'il ne dormait pas, ou que la nuit, eh bien, les plombs sautaient lorsqu'il honorait sa maîtresse, tellement il était vigoureux. Ça fait rire aussi, hein. Et c'est de même nature quand on explique que Kim Jong-un ne dort pas, Kim Jong-un ne mange pas, c'est tout aussi ridicule. Mais la propagande est absolument essentielle au système. C'est-à-dire que le système a tellement mis en avant l'héroïsme familial qu'on ne peut plus s'en sortir. Il y a une logique autosuffisante. Donc il remplace au fond tous les héros de l'ancien temps, il remplace les figures tutélaires mythologiques de la culture coréenne. Il y a une identité absolue entre les dirigeants et le pays lui-même. Donc en fait, il y a avant Kim Il-sung, comme il y avait avant Jésus-Christ, puis il y a, à partir de la naissance de Kim Il-sung, l'apparition d'une nouvelle ère, et Kim Il-sung est celui qui a tout fait changer. Et donc son fils et son petit-fils sont dans la même lignée. Ce sont des demi-dieux, ce ne sont pas des êtres normaux. Et donc à ce moment-là, on entre dans un type de psychologie totalement différente de ce qu'on peut imaginer. Mythes et légendes sont nécessaires pour asseoir un despote. Et ceci lui dessine un destin parfois si exceptionnel qu'il devient difficile aux historiens de démêler le vrai du faux. On a affaire, en quelque sorte, à un objet qui est empoisonné, tout simplement parce que, comme il s'agit de dictature, cet objet a été recomposé, retravaillé par les dictateurs quasiment tout le temps.
Ils s'en sont soit occupés, je dirais, pour refaire une image qui leur convenait à eux, ou soit ils ont délibérément détruit la documentation. Parce qu'en fait, derrière tout ça, il y a une idée qui est centrale, c'est qu'un chef, dès sa naissance, n'est pas quelqu'un de normal. Storia Sterpigna, eccomi qui in questa piazza, a contatto spirituale con voi tutti, quasi Dio vi riconoscesse ad uno, come... Certains tyrans s'emploient eux-mêmes à construire cette légende. Benito Mussolini, né le 29 juillet 1883 à Predapio, participe de nombreuses fois au cours de sa carrière d'homme politique à l'élaboration de son histoire recomposée. C'est à l'âge de 28 ans qu'il commence ce travail de réécriture. Suite à la guerre de Libye, en 1911-1912, il croupit en prison. Et là, il s'interroge sur sa vie. Et là, il se dit, finalement, où j'en suis. Et il va en déduire qu'il a forcément un destin exceptionnel, qui vient des milieux pauvres, et il se fabrique déjà un monde à lui, il réaménage déjà sa première enfance, en disant qu'il était bagarreur. Dès 4 ans, il allait casser la figure à ses petits camarades, qu'il a continué après dans toutes ses études secondaires, et qu'en fait, il se forge l'image, alors qu'en 1911-1912, il n'a pratiquement aucune chance de connaître son futur destin. Donc ensuite, ça c'est le premier volet. Deuxième volet, 1928, il est au pouvoir depuis 1922, depuis 6 ans. Et là, il nous livre un portrait qui n'a plus du tout la même consonance. Un portrait où il se présente, les origines pauvres sont évacuées, il s'inscrit dans une lignée quasiment d'aristocrates, il corrige tout ce qui est misérabilis, il apporte des correctifs à sa vie. Tout simplement parce que le dictateur, lui, il est persuadé qu'il a à l'origine un destin exceptionnel, qu'il est né du peuple, ça c'est très intéressant, et que comme né du peuple, il est appelé à commander le peuple. L'allié allemand du dictateur italien, Adolf Hitler, procède de la même manière dans le récit de son enfance. Il y dessine le portrait confus d'un enfant, puis d'un jeune leader révolté face aux injustices, qu'il s'invente également et qu'il formalise dans un livre devenu un véritable brûlot. Le récit d'Hitler par lui-même, c'est dans Mein Kampf, et ce n'est certainement pas à prendre au pied de la lettre, puisque Mein Kampf est écrit en 1924, à un moment où Hitler est défait politiquement, où il doit se refaire, comme au jeu. Et dans ce livre-là, qui est à la fois un manifeste politique et une autobiographie supposée, il crée un mythe. Le mythe du marginal, le mythe du héros éloigné, qui advient peu à peu à la lumière. Dans Mein Kampf, Hitler vise à montrer qu'il est un homme sorti du rang, qu'il est un Allemand parmi d'autres, un Allemand ethnique en l'occurrence, puisqu'il n'est pas allemand du point de vue de l'état civil, c'est un sujet de l'Empire austro-hongrois. Et tout le récit de son enfance vise à montrer cela, en grossissant les traits de son éloignement, de sa misère supposée, alors qu'on sait que la prime enfance d'Hitler a été beaucoup moins difficile que ce qu'il le dit. En Chine, un autre dictateur tente lui aussi de revisiter sa jeunesse par l'écrit. C'est pendant la Longue Marche, périple de plus d'1 an mené par l'armée populaire de libération, que Mao Zedong s'affirme comme chef des communistes chinois. C'est lors de ce périple que le futur dirigeant suprême du Parti communiste contribue à l'invention et à la rédaction de sa jeunesse fantasmée.
Au départ, c'est Mao lui-même qui s'est fabriqué ce personnage. Il faut rappeler qu'en 1936, après la longue marche, alors qu'il était perdu au bout du monde, au bout de la Chine, dans un endroit impossible, aux confins du désert du Gobi, avec les vents de sable et tout ce dont on parle en ce moment, c'est ce monde très dur, minéral, sinistre. Il était perdu, là, il avait survécu à la longue marche, mais il lui restait une poignée d'hommes. Mao, par une série d'initiatives, s'est fait interviewer par un journaliste américain, Edgar Snow, et là, il a présenté l'histoire de sa vie déjà transformée en épopée par lui-même. Ça a donné ce livre extraordinaire qu'a lu ma génération avec passion, Étoile rouge pour la Chine. Dans la patrie de Joseph Staline, la nouvelle URSS, la mise en scène de l'histoire de l'homme fort du régime est poussée à son paroxysme. Sa légende l'a souvent représenté comme un enfant fort et bagarreur, et un chef de bande craint de tous. La réalité est tout autre. Né en 1878, dans un milieu très modeste, il est un enfant chétif qui échappe à de nombreuses reprises à la maladie, voire à la mort. Gravement blessé dans son enfance par une charrette, son bras gauche restera paralysé à vie. Présenter Staline dans sa jeunesse comme un bagarreur, chef de bande, c'est une plaisanterie. Il n'a pas les moyens des chefs de bande. Il peut participer, il peut pousser les autres à aller se battre. Et il peut les exciter par des remarques similaires, mais lui-même ne peut pas remplir ce rôle. Vous ne pouvez pas être un chef de bande dans une civilisation paysanne si vous ne pouvez pas vous-même cogner sur les autres. En fait, Staline a toujours été un peureux. Et ça se marque très vite tout au long de sa carrière. Le dernier voyage qu'il fera dans la population de l'URSS, pour voir les cadres de son parti, c'est 1928. Dès 1931, il fait voter par le bureau politique une décision lui interdisant de sortir, même accompagné de garde du corps, à pied dans Moscou. D'où le fait qu'il faut que la légende le transforme en contraire du peureux, d'où les films sur la guerre civile où on le voit sur un marchepied, sur la locomotive, en train de défier les Blancs. Bon, mais ça ne correspond en rien à une réalité. Le mensonge est l'un des piliers des régimes totalitaires. Il faut toujours tordre la réalité, jusqu'à ce qu'elle se conforme au discours et à l'idéologie du dictateur. Comme pour beaucoup d'enfants, il y a deux figures déterminantes dans l'enfance d'Hitler, qui sont le père et la mère. Hitler a ourlé une image de sa mère qui est tout à fait classique, la douceur, la sensibilité, l'amour maternel, etc. Ce que, sans doute, elle a évidemment incarné à ses yeux, puisqu'elle aimait beaucoup son fils Adolphe. Mais on sait que, par ailleurs, c'était une gestionnaire de ménage tout à fait efficace, pas du tout effacée et très, très présente. Donc, c'était pas du tout la petite chose effacée et victime que son fils a pu dépeindre dans Mein Kampf et par la suite. Mais il est vrai que, par contraste avec un père violent, grossier, brutal, épais, un père qui d'ailleurs n'aimait pas son fils, très clairement, la mère a incarné un pôle de douceur, d'accueil et de sécurité affective qu'Hitler, au fond, ne rencontrera plus jamais dans sa vie. Alcoolique et violent, Aloïs, l'autoritaire père d'Adolf Hitler, a la main leste sur sa femme et ses enfants. Le jeune Adolphe devient sa victime préférée. Il est battu violemment, parfois jusqu'au sang. C'est un fonctionnaire des douanes, très fier de son uniforme, de ses bacchantes, de ses moustaches, qui décalquent quasiment l'empereur François-Joseph. Il est cordialement son père, à qui il ressemble pourtant, dans sa violence, dans son orgueil, dans son hubris, dans sa satisfaction de soi. Et par ailleurs, il déteste cette monarchie austro-hongroise
qui signe à ses yeux un échec historique. Puisqu'en 1871, il y a eu une unification qui a créé l'Empire, le Reich, mais une unification qui est incomplète, puisque demeurent hors des frontières du Reich toutes les populations germaniques d'Autriche-Hongrie. Et ça, c'est un échec terrible pour Hitler et pour les pan-germanistes. Et tout ça se confond chez Hitler, le père et l'Empire, dans une détestation identique. L'histoire est tout autre pour un autre enfant devenu dictateur, Benito Mussolini. Son père, Alessandro, est à la fois son bourreau et son mentor. Le père, il est forgeron, puis il va tenir un cabaret, il boit. On ne peut pas dire non plus que Mussolini s'est plaint d'avoir reçu des coups de son père. C'est plutôt l'idée du modèle qui revient. Alessandro, c'est le modèle plutôt sous l'angle de l'action politique socialiste, modèle aussi sur le plan de la virilité. Et c'est ça qui va fonctionner dans la tête de Mussolini. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la mère, Rosa Maltoni, qui, elle, incarne la douceur. Elle est institutrice, elle est d'un milieu social plus élevé. Et donc, elle va donner à Mussolini un éveil intellectuel certain. Mais je crois qu'il faut quand même se poser la question des analyses psychiatriques et d'ordre psychanalytique qui ont été menées à l'époque. L'inventeur de la psychologie individuelle, qui est Alfred Adler, pose la question centrale à travers le cas Mussolini. Savoir au fond pourquoi on devient dictateur. Et là, il met en évidence quelque chose qui est un des thèmes centraux de la pensée de Adler, c'est le complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité qu'il va nourrir, lui, en disant il y a deux pôles dans la famille. En fait, Alessandro représente le pôle de la rébellion, incarné par le socialiste, le bakuninien, l'anard, qui était Alessandro Mussolini. Et la mère, Rosa Maltoni, représente la femme protectrice. La femme protectrice qui, dans la pensée de Adler, a des vertus, en revanche, qui conduisent plutôt à des pratiques d'intériorisation du complexe. Donc c'est quelque chose, vous voyez, qui fait que, dans le cas de Mussolini, on a cette idée que Mussolini est le fruit d'un complexe d'infériorité qui le conduit à avoir dans la vie publique un comportement de supériorité. Il sublime en quelque sorte sa faiblesse intérieure. C'est dans le Yunnan, une province montagneuse du sud de la Chine, qu'est né en 1893 le leader Mao Zedong. Il deviendra le dirigeant sans partage du Parti communiste chinois de 1949 à sa mort en 1976. Il est d'une famille de paysans enrichis, on dirait maintenant de paysans riches. Et quand il est né, sa mère avait 27 ans, elle commençait à être inquiète de savoir si elle pourrait avoir une descendance mâle, un devoir absolu en Chine. Et il a été accueilli comme un peu le salut. Ça le mettait dans un statut un peu privilégié. Et là, son père le prend en main. Son père a l'intention de le faire travailler très vite. C'est un paysan rude. Il a le sens de l'autorité, il a été militaire. Et ce père rude, pas aimant du tout, grand, costaud, le frappant facilement. Il dira lui-même d'ailleurs à Snow, quand je parle de cette interview, en chinois, je haïssais mon père, renta. C'est extrêmement dur dans cette société confucéenne où un des devoirs des enfants,
c'est ce qu'on appelle xiao, le devoir, la piété filiale. C'est une vertu cardinale en Chine. Il dit qu'il haïssait son père et il aimait sa mère. C'est le type caractérisé. En 1937, en Irak, au cœur de la région désertique de Tikrit, naît l'un des dictateurs les plus emblématiques de l'histoire du Proche-Orient, Saddam Hussein. Ce despote, lui aussi, connaît la pauvreté et la violence d'une figure paternelle. L'Irak en 1937 est un pays pauvre et Al-Aouja, le village où est né Saddam Hussein, est un village où il manque de tout pratiquement. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, il n'y a pas d'école. Saddam Hussein n'ira pas à l'école. Et les gens vivent de l'élevage de quelques moutons, du braconnage aussi sur le Tigre. Et donc, ils font de la rapine sur cette voie commerciale entre Bagdad et Mossoul. Donc, Saddam Hussein naît dans des conditions difficiles, dans un milieu familial sans père, où il reçoit peu d'amour, où il est considéré comme un, entre guillemets, un bâtard. Et sa mère, quelques mois après sa naissance, et donc le décès de son père, va se mettre avec un autre homme qui s'appelle Hadj Hassan Ibrahim, qui va être un petit peu le père adoptif de Saddam Hussein, mais qui va détester Saddam Hussein, qui va être violent avec lui, qui va le battre quasiment tous les jours. Et donc, effectivement, l'âme, je dirais, violente de Saddam Hussein prend corps dès les premières années de sa vie, au milieu de tout cela. En 2011, alors que se déroulent les obsèques hors normes de Kim Jong-il, le dirigeant suprême de la Corée du Nord, un jeune homme fait son apparition aux yeux du monde, son fils, Kim Jong-un. Un nouveau leader dont la route n'était pourtant pas tracée. Le principe dynastique de la Corée recouvre au fond ce qu'on retrouve dans toutes les histoires dynastiques des régimes absolutistes, c'est-à-dire qu'il y a des épouses premières, secondes, des courtisanes et qu'on se bat pour la succession. Donc Kim Jong-il, le fils de Kim Il-sung, a plusieurs mariages, plusieurs épouses, toute une descendance un peu complexe, mais enfin disons qu'il a une concubine favorite qui a enfanté Kim Jong-nam. Mais il a ensuite rompu avec cette concubine qui était malade, qui est partie en Russie, et il en a une autre avec qui il a 3 enfants, notamment Kim Jong-un. Donc il a 2 enfants de 2 femmes différentes qui ne sont pas ses épouses légitimes, car il a une épouse légitime avec laquelle il a eu 2 filles. Et au fond, les 2 mères se battent jusqu'à la fin pour imposer leurs successeurs. C'est ce qu'on retrouve, je ne sais pas, en Grande-Bretagne, dans la guerre des 2 roses au XVe siècle. Enfin, c'est la même idée. Et ces 2 compagnes vivent dans des palais séparés, ne se voient pas, ne se supportent pas, ne se connaissent pas. Et donc, dès l'enfance, Kim Jong-nam a été préparé pour la succession et Kim Jong-un et son frère aîné préparés pour défaire le prince héritier pour prendre leur place, en fait. Et dès qu'ils ont pu le faire, ils l'ont fait. Et on sait d'ailleurs qu'il y a quelques années, Kim Jong-un a fait tuer ce Kim Jong-nam, ce qui veut dire que depuis l'enfance, il fallait l'éliminer. Hitler va connaître une scolarité double, d'abord comme interne dans un monastère, comme ça se fait beaucoup en Autriche, depuis le XVIIe siècle, depuis la contre-réforme, les ordres religieux ont une quasi-prééminence dans l'enseignement, dans l'administration d'enseignement, notamment primaire. Donc Hitler est interne et c'est un élève tout à fait médiocre, dissipé, peu concentré, assez inapte au fond au travail suivi et à la réflexion. Ça, c'est quelque chose qui va le poursuivre d'ailleurs toute sa vie. Il a une seule qualité intellectuelle, c'est l'hypermnésie. C'est quelqu'un qui a une mémoire absolument fabuleuse, ce qui est assez handicapant d'ailleurs. C'est une pathologie, l'hypermnésie. Et lui, c'est la seule caractéristique, si vous voulez, intellectuelle qui le distingue. Sinon, il est véritablement incapable de travailler sur le long terme. Et ça apparaît dès l'école primaire.
de telle sorte que à la sortie de l'école primaire, il est versé dans ce qu'on appelle une Realschule, c'est-à-dire un collège d'enseignement professionnel, technique, dans lequel on ne fait pas de latin ni de grec, très peu d'histoire, très peu de lettres, et où on n'est pas du tout formé au baccalauréat ni à l'université. Et même dans ce collège d'enseignement technique, il ne brille pas, et c'est peu de le dire, hein, il a des résultats tout à fait médiocres, même si il se passionne pour les cours d'histoire de son professeur, hein, le docteur Putsch, qui propose à ses élèves un récit pan-germaniste très orthodoxe. Et ça, le jeune Hitler absorbe très clairement ce discours-là, qu'il entend par ailleurs partout, hein, puisque c'est un discours très répandu dans la droite autrichienne et dans la droite allemande, mais singulièrement dans la droite autrichienne, et c'est quelque chose qui le structure pour la vie. Plus à l'est, en Russie, le jeune Joseph Staline connaît à son tour les affres d'un père alcoolique qui dilapide le peu de ses revenus. Il vit dans une grande pauvreté, la famille s'abritant dans des maisons précaires, sans eau ni électricité. Sa mère, Ekaterina, particulièrement croyante, décide d'envoyer son fils au séminaire afin de lui éviter cette existence indigente. C'est décidé. Joseph sera prêtre. Il entre au séminaire et il travaille bien. Et il travaille vraiment bien, c'est-à-dire qu'il se défonce. Mais l'atmosphère du grand séminaire est très pesante. Le grand séminaire est tenu par des moines qui sont à la fois obscurantistes, brutaux et crasseux. Il règne une atmosphère d'inquisition en permanence, c'est-à-dire que les moines fouillent dans les affaires des élèves, les moines cherchent de savoir ce que tel ou tel élève a fait ou a dit. C'est à ce moment-là qu'il lit un roman géorgien qui s'appelle Le Parricide, dont le héros est un révolté. Ce héros s'appelle Koba. Et ce roman lui plaît beaucoup, et il prend à ce moment-là le pseudonyme de Koba. Non pas pour avoir une activité politique, mais parce que ça lui plaît d'incarner un paysage de révolté. Et le séminaire, c'est l'image d'en haut, c'est l'image de l'État. D'abord parce que l'Église est un instrument de l'État, à tel point d'ailleurs qu'elle est dirigée par un organisme dont les membres sont désignés par l'État. Donc se révolter contre l'Église, c'est se révolter contre l'État. Et dès lors, il travaille de moins en moins bien et ses notes baissent. Alors ça va poser un problème, car à la fin de la 5e année du séminaire, il ne se présente pas à l'examen terminal. Or, il faut 6 ans pour accéder à la prêtrise. Comme il ne se présente pas à l'examen terminal, il est évidemment chassé du séminaire. Je pense que c'est ces années du séminaire qui sont décisives, parce qu'il y entre comme un bon fils à sa maman, et il en sort un révolté. En Italie, en 1898, le jeune Benito Mussolini connaît une enfance rebelle, celle des copains du quartier, durant laquelle il faut déjà imposer sa force. Entré au collège, il devient déjà un petit capo. Il a une certaine force physique, mais il n'a pas, contrairement à l'image qu'il a essayé de projeter après, il n'a pas une agilité dans les sports, tout simplement parce qu'il ne les pratique pas. Les sports vont venir après, quand il sera Duce, et qu'il voudra montrer qu'il est capable de tout faire, de monter à cheval, de faire la course, etc., etc. Et il y a, à un moment donné, le sentiment, et ça c'est typique de ces personnages de dictateurs, dans leur enfance, qui sont dans une impasse. L'impasse, ça veut dire, pour lui, tenter la Suisse, tenter l'aventure, etc., etc. En 1910, à 18 ans et contre l'avis de son père, Mao Zedong tente lui aussi l'aventure. Il quitte sa famille et son village natal pour aller étudier dans la grande ville. Autodidacte et plus âgé que ses camarades, il est un élève brillant, remarqué de ses précepteurs. Il passait ses journées du matin au soir à la bibliothèque pour lire, pour lire, pour lire, pour lire.
des traductions. Il découvre en traduction. Alors, qu'est-ce qu'il découvre en traduction? Les philosophes au sens large. Il dit qu'il a lu, notamment, ce qu'on appelle, nous, les partisans du darwinisme social. Ce sont des gens qui ont pensé que, comme les espèces animales qui luttent pour la survie avec les meilleurs qui survivent, c'est pareil pour les nations. Il lit aussi le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Il dit le livre, mais il ne dit pas le contrat social, il dit j'ai lu le livre de Rousseau. Encore une fois, il faut dire, c'est en traduction. Des traductions qui sont des résumés. En plus des traductions infidèles. Imaginez un peu le contrat social. C'est quelque chose qui est parti du français, traduit en anglais, traduction japonaise, puis traduction japonais en chinois classique et traduction du chinois classique en chinois parlé. C'est ça qu'il a lu. Alors, le malheureux Jean-Jacques Rousseau, il ne s'y serait pas reconnu. Le contrat social était devenu confucien, parce que de contresens en contresens, de faux sens en faux sens, n'empêche que l'idée qu'il y a un contrat entre le pouvoir et le peuple, qui peut être rompu, ça, c'est une idée politique importante. Donc, Mao a une vision assez tôt, un peu cynique du pouvoir. Il y a besoin pour la Chine d'un pouvoir fort, même si ce n'est pas toujours injuste, qui fait régner l'ordre. En Corée du Nord, en 2011, le jeune Kim Jong-un n'a aucune intention de transformer son monde. Il vient d'en hériter et compte bien y régner sans partage, comme son père et son grand-père avant lui. Étonnamment, sa famille l'aurait également obligé à l'aventure. En Europe et en Suisse plus exactement, il part étudier dans l'un des collèges privés helvétiques les plus reconnus. L'enfance de Kim Jong-un laisse quand même planer beaucoup de doutes. D'abord, beaucoup de photos qui circulent en disant c'est lui dans son collège en Suisse. C'est pas lui, c'est son frère. Donc on a tendance à les confondre l'un et l'autre. Effectivement, sous un nom d'emprunt, ils se sont inscrits dans un collège avec d'ailleurs d'autres étudiants nord-coréens qui étaient en fait, semble-t-il, des gardes du corps de 22-23 ans qui avaient l'air beaucoup plus jeunes. Bon, ils se sont mêlés à d'autres enfants de riches, donc une vie quand même très spécifique. Alors on prétend que Kim Jong-un aimait beaucoup le basket, mais il aurait plus parlé de basket que pratiqué le basket. Son frère aurait été plus sociable et on prétend qu'il a même joué un rôle dans une comédie musicale montée sur place qui était une adaptation de Grise. C'est assez curieux. Mais pour le reste, les condisciples ont été extrêmement secrets. On a peu d'informations conclues d'eux. Les établissements scolaires n'ont absolument rien dit, sans doute parce que ces collèges UP en Suisse sont comme les banques, des endroits dont on laisse échapper fort peu d'informations, car ils n'y ont pas intérêt non plus. Donc tout ce qui nous vient de cette période, quelques photos volées, quelques échos, c'est très secret. Il est assez difficile de les interpréter. Certains despotes s'engagent dans un combat politique affirmé à l'âge adulte. Mais d'autres, plus précoces et souvent formés par leur entourage, reçoivent dès l'adolescence une formation politique et idéologique stricte, faisant basculer définitivement leur personnalité. Ce fut le cas pour Benito Mussolini. Même si en Italie, les antifascistes ont longtemps véhiculé l'image d'un duce, inculte et ignare. En fait, c'est quelqu'un qui lit énormément, et en particulier lorsqu'il est en Suisse, où là, il va se confronter avec des œuvres majeures, mais qui ne sont pas des œuvres qui proviennent du socialisme. C'est là que c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il lit? Il lit Nietzsche, il lit des darwiniens, il lit des œuvres qui sont peu conciliables avec le socialisme de type égalitaire, justement, de son père. Donc, il y a cette espèce d'ambivalence dans la culture de Mussolini qui, avant le 14, si on regarde les choses, il va en faire, si vous voulez, une espèce de synthèse, de catharsis très particulière. Ça va aboutir au fait qu'il faut une élite
élite, ça renvoie à Nietzsche. Et en même temps, il pense que les masses doivent être dirigées par cette élite. Et il essaie de concilier le socialisme avec cette élite. D'où cette pensée centrale chez Mussolini, c'est que pour vaincre, il faut un parti. Les masses en elles-mêmes ne peuvent rien faire. C'est la même réflexion qui conduira en 1919 Adolf Hitler à rejoindre le parti nazi. Mais avant cela, à l'âge de 14 ans, le jeune Adolphe perd son père. Touchant un petit héritage, il mène alors une vie de bohème entre Vienne et Linz. Il découvre dans la capitale autrichienne les richesses et la société cosmopolite de l'Empire. Il désire également embrasser une carrière de peintre et tente le concours des beaux-arts. La peinture, un art dans lequel il met tant d'espoir. Il va échouer à 2 reprises, 1907 et 1908. Il rate le concours d'entrée aux Beaux-Arts, ce dont il rend responsable la terre entière, parce qu'il est absolument incapable d'autodérision ou de remise en cause personnelle. C'est quelqu'un qui, véritablement, est habité par une stupidité minérale et par une profonde incapacité à douter de lui-même et à se remettre en cause, à se questionner. Et à partir de là, il va vivre une vie de déliquescence sociale, avec un pécule qui s'amenuise, avec la mort de sa mère, par ailleurs, qui l'affecte beaucoup. Et il va de plus en plus vivre une vie de marginal urbain, jusqu'à dormir dans des foyers d'accueil pour SDF. Et là, en 1914, intervient ce qui est véritablement le tournant de sa vie, qui est aussi le tournant, pour le pire, de l'histoire de l'Europe, qui est la déclaration de guerre et le basculement de l'Europe dans cette atroce guerre civile européenne qu'a été la Première Guerre mondiale. Refusant de s'engager avec l'Autriche qu'il déteste tant, Adolf Hitler choisit les forces armées bavaroises qui s'apprêtent à participer à la Première Guerre mondiale. Il se bat à Ypres, où près de 70% de ses camarades meurent. La violence des combats est telle que cette grande guerre fait plus de 2 millions de morts et de disparus, rien que dans le camp allemand. Il va faire ce qu'on appelle une belle guerre. Une belle guerre, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une guerre où l'on survit. Avec le taux de létalité de la Première Guerre mondiale, le fait d'en réchapper au bout de 4 à 5 ans sous les drapeaux est déjà un exploit. Par ailleurs, il va terminer sa guerre au grade de caporal, ce qui est en dessous de sous-officier, si vous voulez. C'est très faible, d'autant plus que la dévastation du corps des officiers et du sous-officier est telle qu'il est très facile, au fond, de terminer au moins lieutenant, quand on a survécu à 4 ans de guerre. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Hitler, puisqu'il est noté comme courageux, mais, je cite, inapte au commandement. Il est vu comme étant inapte au commandement. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est brouillon, impulsif, caractériel, assez peu apprécié de ses camarades, à vrai dire, puisqu'il a comme habitude de monologuer, de ne pas écouter. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, sera incapable de dialoguer, incapable d'écouter l'autre. Et dans les tranchées, c'est manifeste. Donc, pour être familier, il saoule ses camarades. Mais ce qui est intéressant, c'est que Hitler, et c'est là qu'on voit aussi sa faible adhérence au réel, au fond, et sa faible lucidité dans la perception du réel, Hitler, lui, a compris tout le contraire, puisqu'il pense avoir vécu la véritable amitié, la véritable camaraderie, la véritable solidarité, celle du groupe primaire de combat qui serre les coudes dans les tranchées. Et alors qu'il n'est pas aimé, voire qu'il est détesté de ses camarades, lui a l'impression, au contraire, d'avoir trouvé une véritable famille pour la première fois de sa vie. Parce que c'est vrai, de son point de vue et à son échelle, il a vécu
l'expérience humaine ultime qu'un type comme lui, qu'un type psychologique comme lui peut expérimenter. Et c'est ça qui est terrible, c'est que sur le fondement de cette perception totalement fausse de la réalité, il va ressortir de la guerre en se disant que la vie civile est une erreur et que pour créer un groupe humain, il faut recréer une unité de combat. Ça va être sa conception de la politique pendant toute sa vie. En fait, c'est un homme qui n'est jamais sorti de la Première Guerre mondiale. En Chine, le jeune Mao Zedong intègre l'école normale à Changsha. Sensible à la cause révolutionnaire, le jeune étudiant oscille entre socialisme, nationalisme et communisme. Ces tergiversations vont être confrontées à la réalité de la société de ses contemporains. Un choc qui le plonge dans le cynisme d'un futur despote. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il a découvert une première chose, c'est qu'en Chine, comme il dira lui-même en août 27, le pouvoir est au bout du fusil. Il a découvert que la démocratie, ça ne marche pas. Les seigneurs de la guerre sont les plus forts. Deuxièmement, il a découvert que la classe ouvrière en Chine, on ne peut pas s'appuyer dessus. Et il le dit. J'ai perdu mon temps à vouloir organiser les ouvriers. Les ouvriers sont corporatistes. Ils s'intéressent uniquement au salaire, pas à la politique. J'ai perdu mon temps. Troisième point, il découvre l'importance de la paysannerie. Et il découvre à la fois l'importance de la paysannerie et la violence. Mais la violence organisée, la violence des paysans qui bousculent les propriétaires fonciers, qui bousculent les cadres oppressifs pour s'organiser de façon à défendre leurs intérêts. Et là, il découvre la violence et même la joie de la violence. Oui, la violence vécue comme une espèce de joie, une satisfaction. Et là, il va découvrir quelque chose de plus inquiétant. En décembre 1930, il y a des luttes à l'intérieur du Parti communiste, très dures, parmi les luttes de ligne, et aussi des luttes locales. Tout ça, ça crée des petites tensions. Il y a des traites, etc. Donc, quand il y a des désaccords politiques et qu'en plus, vous avez ces suspicions et qu'on a des armes, ça se passe mal. Et effectivement, en décembre 1930, ça se passe mal. Mao organise une putsch qui a tué peut-être 20 à 30 000 soldats. C'est communiste. C'est une putsch dans le parti. Et l'idéologie qu'il mettra en place une fois arrivé au pouvoir, entre marxisme et refus de la modernité, entre totalitarisme et volonté d'autodéterminisme de son peuple, va conduire le pays à de véritables catastrophes. En Irak, en 1949, Saddam Hussein, alors âgé de 12 ans, est maltraité par son beau-père. Il va alors rejoindre son oncle maternel, Keralat Alpha, dans la ville de Bagdad. Cet oncle, professeur, admirateur d'Adolf Hitler, va former intellectuellement le jeune Saddam. C'est un ancien militaire qui est devenu instituteur et qui va diriger une école à Bagdad, dont on dit qu'il a des sympathies nazies. Et son oncle va être un petit peu celui qui va éveiller sa conscience politique. Et donc là, on est dans la décennie 50, qui est une décennie extrêmement importante au Moyen-Orient parce que ça va être la montée en puissance de ce qu'on a appelé le nasserisme et le panarabisme, avec en 1952 le renversement par des généraux égyptiens du pouvoir égyptien lié à la Grande-Bretagne. Ce mouvement va faire tache d'huile au Liban, en Jordanie et également en Irak en 1958. Un certain nombre de militaires, de généraux vont renverser la monarchie. Le roi est renversé, est assassiné. Le Premier ministre Nouri Saïd est arrêté, il est assassiné. Son corps est brandi sur une moto. On fait le tour de Bagdad, etc., pour montrer à la population, dans une espèce de délire de vengeance, que la parenthèse britannique est refermée, mais dans une violence à glacer le sang. Mais cette violence, on la retrouve. C'est le fil conducteur de l'histoire irakienne. Et 1958, Saddam Hussein a 21 ans. Saddam Hussein est le produit de cette histoire irakienne violente. Ça n'est pas quelqu'un qui est apparu de nulle part. Il est le produit de toute cette violence.
En 1979, lorsque Saddam Hussein prend le pouvoir, il écarte la moitié des membres du Conseil de commandement de la Révolution. Il les fait tuer en improvisant un procès tout à fait stalinien, télévisé parce que c'est important de montrer cette terreur à la population. Et donc, il élimine du jour au lendemain la moitié de ses anciens partisans qui pouvaient être pour lui des ennemis potentiels. اللي راح اقرا اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربعه. طاهر احمد امين، اسماعيل ابراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، سلمان داوود نجرس. اللي يقرا اسمه يردد شعار الحزب ويغادر القاعه. Comme ça a été le cas dans toute la carrière de Saddam Hussein, il fallait exhiber cette violence pour que cette violence ait valeur d'exemple à la fois pour la population et pour ceux qui voudraient renverser son pouvoir. Et ça c'est un fil conducteur, c'est une permanence dans l'histoire à la fois de Saddam Hussein et de l'Irak. On peut trouver certaines des racines de la violence politique des dictateurs dans l'enfance particulièrement traumatisante de certains d'entre eux. Mais le plus déterminant dans leur parcours criminel restent les environnements historiques, sociaux, éducatifs et politiques qui facilitent à ces individus aux idéologies mortifères une accession au pouvoir et à la tyrannie. Il est certain que Hitler a été très malheureux dans son enfance. La relation au père est désastreuse, il en a souffert psychologiquement et physiquement. Puis par ailleurs, ensuite, il a fait des expériences répétées de l'échec, de la frustration, ce qui a nourri un ressentiment universel à l'égard de la société de l'époque et une volonté de revanche. Pour autant, il y a énormément d'enfants, hélas, au XIXe siècle, qui sont victimes de mauvais traitements. Et tous ne sont pas devenus des meurtriers de masse. Il y a quelque chose d'autre dans le parcours de ces gens-là, et notamment pour Hitler, qui est que c'est un homme qui a su répondre à des attentes de la société de son époque. Et ces attentes sont des attentes de clarté identitaire, on va dire. Hitler est quelqu'un qui, avec les nazis, avec ce qu'on appelle les Völkisch, les ethno-nationalistes, a un discours très simple sur qui vous êtes et ce que vous êtes. Idem pour la mort de masse de la Grande Guerre. Il y a 2 500 000 morts en Allemagne pendant la Grande Guerre, si on compte les civils. Comment faire le deuil de tout ça ? Eh bien, Hitler fait partie de ceux qui répondent à cette question-là. Non, ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour la race, pour le sang, pour la biologie, etc. Et Hitler a donc su, de manière très simple, très instinctive au fond, répondre à ces questions-là sans que on puisse inférer de son enfance et des expériences désastreuses qu'a pu faire ce petit garçon, cet adolescent, inférer donc un déterminisme qui le mènerait à être un génocidaire. C'est un peu la limite aussi du discours introspectif. Il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte pour tous ces individus, c'est le rapport à l'idéologie, qui est fondamental et qui va faire que on doit bien peser pour l'enfance de ces dictateurs les conditions de l'apprentissage qu'ils font de l'idéologie. Chez Mussolini, la violence est un état permanent de l'homme. Vous voyez, ça renvoie un peu à son éducation. Au fait, l'énergie éruptive, et un être violent est un être accompli chez Mussolini. Ce qui explique que pourquoi aussi la violence va être valorisée dans l'idéologie fasciste. Donc on a ça. Si vous prenez Staline, il est évident qu'il trouve dans le marxisme l'idée que là, il y a une forme de nouveau catéchisme, lui qui était séminariste, l'idée que le révolutionnaire
professionnel détient la vérité. Et Staline, pour lui, la violence est normale. Nous sommes dans un contexte où l'idéologie devient sacralisée. Et qu'à partir du moment où elle est sacralisée, c'est déjà le cas quand Mussolini est socialiste, elle va le devenir ensuite pendant le fascisme. Ça veut dire qu'on doit tout sacrifier à l'idéologie et que le reste, peu importe le nombre de morts. Selon la formule consacrée de Lénine, reprise par Mao Tse-tung, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Dans une période qui semble à nouveau propice aux démagogies les plus simplistes, où la violence du langage politique se fait de plus en plus radicale, où les nations se replient inexorablement sur elles-mêmes, sommes-nous sûrs et certains que nos systèmes éducatifs, nos fondements sociétaux ou nos institutions démocratiques ne sont pas à nouveau en train de créer de futurs tyrans, comme ce fut malheureusement le cas il y a moins d'un siècle?